Alors, les immunodéprimés, les patients qui sont traités par biothérapie et même par méthotrexate sont légèrement immunodéprimés, c'est-à-dire ont des défenses contre les infections qui sont un peu inférieures à celles de la population qui n'a pas ce type de traitement. Il faut donc faire attention aux infections pour soi, mais aussi aux infections de l'entourage. C'est-à-dire que si dans l'entourage, quelqu'un a une grippe, une angine, une otite, ou une maladie infectieuse, quelle qu'elle soit, il vaut mieux la traiter rapidement et fortement avec l'aide du médecin traitant, bien sûr, et éviter éventuellement, si possible, les contacts rapprochés et par exemple les mêmes couverts lorsque l'on mange ou bien peut-être la même pièce et ainsi de suite, parce qu'on a plus de risques quand on est un peu immunodéprimé d'attraper la maladie du conjoint ou de l'entourage que si on n'a pas ces traitements. Et ces maladies sont relativement contagieuses, en particulier la grippe ou la Covid, et mieux vaut prendre les précautions nécessaires, c'est-à-dire que l'entourage consulte le médecin pour savoir s'il faut mettre en place un traitement antibiotique ou pas, sachant qu'on sera peut-être un peu plus actif dans ce cas-là, et puis prendre les précautions pour éviter toute contamination infectieuse, quelle qu'elle soit, surtout si c'est une infection virale ou bactérienne comme la grippe ou l'angine. Alors, en ce qui concerne les infections du patient lui-même, qui est donc légèrement immunodéprimé, on aura plus facilement un recours aux antibiotiques que dans la population qui n'est pas immunodéprimée. Donc, c'est au médecin de décider ce qui se passe et l'attitude qu'il faut adopter, sachant que les antibiotiques ne sont pas systématiques, bien sûr, mais peut-être un peu plus rapidement mis en place. C'est au médecin traitant ou éventuellement au rhumatologue de décider si on met en place une antibiothérapie ou pas. L'idée étant que l'immunodéprimé va présenter plus facilement une surinfection, une infection virale par exemple, où il va avoir besoin d'antibiotiques si c'est une infection bactérienne, et ceci d'autant plus facilement qu'il est immunodéprimé parce que ses propres défenses sont un peu moins efficaces que celles de la population normale. J'ajoute que les patients âgés, on en parle de patients âgés de plus de, c'est-à-dire de personnes de plus de 65 ans, ont par définition ou du fait de leur âge une petite immunodépression. Donc immunodépression liée à l'âge plus biothérapie, on va quand même être extrêmement prudent et peut-être avoir recours plus facilement à une antibiothérapie. En ce qui concerne l'entourage, c'est le médecin traitant aussi qui décide. Il ne s'agit pas de prendre un antibiotique de façon systématique dès qu'on se sent un peu moins bien ou fatigué. Ce serait utiliser des traitements efficaces pour rien et les rendre inutiles le jour où on en a réellement besoin. Excellent. Est-ce que vous avez éventuellement une remarque sur le mésusage de ces antibiotiques? Euh, le message que je veux faire passer, c'est ne pas prendre d'antibiotiques de son plein gré, enfin de sa propre initiative, mais avoir un avis médical. Les vaccinations sont fortement recommandées pour les patients immunodéprimés qui ont donc moins de défense infectieuse. Il vaut mieux que l'organisme soit prévenu de la possibilité d'un contact, par exemple, avec le virus de la grippe, et puisse tout de suite réagir en face de l'apparition de ce virus et donc éviter l'apparition d'une grippe. Donc, les vaccinations sont fortement recommandées pour les patients immunodéprimés, en particulier la vaccination contre la grippe qui pour l'instant doit être effectuée tous les ans parce que le virus change. La vaccination contre la Covid également, qui permet de limiter le risque de Covid et les suites surtout. Il existe des Covid longs, c'est-à-dire des séquelles. Euh, les risques avec la vaccination sont tout à fait inférieurs, considérablement inférieurs au risque d'avoir un Covid long, c'est-à-dire des difficultés respiratoires et une fatigue et des douleurs articulaires un petit peu partout. Donc, vaccination contre la grippe, vaccination contre la Covid, vaccination contre la pneumonie aussi. La pneumonie, c'est une sorte d'abcès
au sein du poumon. C'est donc une maladie qui peut être très grave. Et il existe maintenant un vaccin sous forme de 2 injections sous-cutanées, qui c'est un vaccin classique, parfaitement supporté, qui n'a pratiquement aucun effet secondaire et qui peut être fait par le médecin traitant sous forme de 2 injections à 2 mois d'intervalle. Rappel, 5 ans plus tard. Les patients sous biothérapie doivent éviter les traitements, les vaccins vivants qui sont formellement contre-indiqués car on risque d'avoir la maladie elle-même. Alors, la question qu'on nous pose le plus souvent, c'est la fièvre jaune. Le vaccin contre la fièvre jaune est un vaccin vivant et si on fait ce vaccin sous biothérapie, on risque d'avoir une réelle fièvre jaune qui est une maladie grave. Il faut arrêter la biothérapie et faire ensuite la vaccination. L'arrêt de la biothérapie dépend du type de biothérapie qui est utilisée. Il y a des biothérapies qui sont utilisées tous les 8 jours, d'autres tous les 15 jours, d'autres tous les mois, etc. Tout ça dépend du type de traitement. Il faut donc demander au rhumatologue combien de temps il faut arrêter le traitement, faire la vaccination et ne pas reprendre le traitement avant 3 semaines après la vaccination. Donc, si c'est à titre professionnel est une chose. Si c'est à titre de loisir, on peut peut-être essayer d'éviter d'aller dans des pays où la vaccination, ce type de vaccination est obligatoire. Autre vaccin vivant, c'est le ROR qu'on peut être amené à proposer à certains patients et également le vaccin contre le zona. Il existe actuellement un vaccin contre le zona. C'est un vaccin vivant, donc formellement contre-indiqué lorsqu'on est sous biothérapie. Nous espérons que sera mis sur le marché cette année un vaccin inactivé, c'est-à-dire qui sera utilisable, y compris lorsqu'on est sous biothérapie. J'ajoute que l'entourage aussi a tout intérêt à être vacciné, en particulier par exemple contre la grippe, car si l'entourage attrape la grippe, eh bien le patient lui-même risque d'attraper lui aussi la grippe, donc vaccination de l'entourage. Également, rappel, si besoin, en fonction du calendrier vaccinal, c'est-à-dire en fonction des vaccinations antérieures, du vaccin contre le tétanos, en particulier si on jardine, si on risque de se blesser en allant dans la nature, car certaines régions sont particulièrement riches en bacilles tétaniques et mieux vaut être vacciné, le tétanos étant une maladie mortelle. Ça n'est pas si facile d'avoir un rhumatisme inflammatoire de type spondyloarthrite qui par moment va bien, par moment un peu moins bien et nécessite un traitement qui est parfois relativement contraignant, des piqûres sous-cutanées qui doivent être gardées au froid, emmenées dans des caissons isotherme. Donc tout ça n'est pas toujours très facile et puis il peut y avoir une poussée évolutive à un moment ou à un autre qui tombe mal, c'est-à-dire au moment des vacances ou de différentes rencontres qu'on peut organiser dans un cadre familial. Le rôle de l'entourage pour s'adapter à tout cela est essentiel. Il est bon que l'entourage proche connaissent un peu ce qu'est la maladie, la façon dont elle évolue et la façon dont on la traite, les contraintes qui en résultent. Euh, les programmes d'éducation thérapeutique qui sont souvent proposés permettent souvent d'associer le proche à ces programmes et permettent aux proches de comprendre ce qui se passe. Chacun sait que la douleur n'est pas quelque chose qui se voit. Nous demandons très souvent d'évaluer l'importance de la douleur entre 0 et 10, mais la douleur n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer comme on mesure la température, par exemple, ou bien différents éléments sur une prise de sang. Il est donc conseillé que l'entourage sache de quoi il s'agit et que le patient peut présenter des poussées évolutives. Un jour ça va, le lendemain ou sur une certaine période ça va moins bien. Tout ça est fonction de la maladie et non pas du ressenti du patient. Nous avons coutume de dire qu'il faut essayer de faire une sorte d'équipe contre la maladie
équipe qui comprend aussi les proches et il est bon que le proche sache de quoi il s'agit. Équipe aussi avec tous les soignants, y compris les infirmières, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, le médecin traitant, le rhumatologue. Euh, Nous faisons équipe contre la maladie de façon à ce que le patient qui en souffre puisse vivre cette maladie le plus facilement possible. Nous disposons maintenant de biothérapie, c'est-à-dire de traitements extraordinairement efficaces par rapport à il y a une vingtaine d'années, mais tout cela doit être géré et ce n'est pas toujours facile à gérer. Il faut parler, discuter, accepter la parole de l'autre, essayer de ne pas avoir trop d'images négatives. Encore une fois, nous avons des traitements, nous disposons de traitements que nous proposons aux patients qui sont beaucoup plus efficaces qu'avant, mais qui ne permettent pas de faire disparaître complètement la maladie. Il y a donc lieu de poursuivre le traitement. Parfois, on peut un peu le réduire, parfois, on l'augmente en fonction de l'évolution. Mieux vaut attendre que le patient demande une aide ou exprime une aide plutôt que de lui imposer tel ou tel exercice, telle ou telle attitude. Mieux vaut essayer de comprendre ce qui se passe au niveau du patient, la façon dont il vit cette affection. Et les différents soignants sont une aide. Le pharmacien peut donner quelques conseils, quelques avis sur la façon de prendre des médicaments contre la douleur en particulier. La gestion de la douleur nécessite la prise de médicaments contre la douleur, mais ça n'est pas toujours si facile de gérer tous ces médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires et qui ne sont pas forcément cumulables les uns avec les autres, en particulier, par exemple, si on a d'autres infections comme un diabète, une hypertension, des maladies cardiovasculaires ou autres, il faut faire attention. Le pharmacien est susceptible de donner son avis. Le médecin traitant aussi, bien entendu, qui a toute sa place et qui est en charge de la coordination de l'ensemble des pathologies dont chacun d'entre nous peut être atteint. Essayons donc d'être tous ensemble contre la maladie avec le patient de façon à ce que celui-ci vive au mieux cette affection et bénéficie de l'ensemble des traitements qui sont, encore une fois, remarquablement efficaces par rapport à ceux que nous avions auparavant. Nous pouvons espérer qu'avec les recherches qui sont faites actuellement, nous puissions non seulement limiter l'inflammation des articulations, mais éviter qu'elle apparaisse. Et dans les années qui viennent, nous aurons certainement d'autres types de traitements qui seront encore plus efficaces que ceux dont nous disposons actuellement et que nous pouvons vous proposer. Donc, l'évolution devrait être favorable, mais pour l'instant, il faut s'astreindre à un traitement qui doit être modulé en fonction de l'évolution et qui doit être discuté avec les soignants et également avec l'entourage qui, encore une fois, a un rôle essentiel dans la gestion de la maladie et de l'acceptation des contraintes du traitement.